Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va s'intéresser, dans le cadre de cette conférence, au processus qu'on appelle de socialisation de genre, qui sont à l'œuvre au sein de différentes instances éducatives. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par ce processus de socialisation de genre, C'est le processus, finalement, par lequel l'enfant, l'individu, tout au long de sa vie, est amené à intérioriser, à assimiler des normes et des codes sociaux relatifs au masculin et au féminin. Et c'est par ce processus donc que vont se développer, se construire et évoluer tout au long de la vie les identités sexuées des personnes des deux sexes. J'insiste sur cette perspective, je dirais, développementale tout au long de la vie parce que bien souvent, on a tendance à considérer qu'à un moment donné, on a acquis des comportements, on est toujours masculin ou toujours féminin et que ça s'arrête, mettons, à l'enfance, cette construction de l'identité sexuelle ou ce processus de socialisation de genre. Or, on en a eu quelques exemples tout à l'heure sur les politiques familiales et notamment de conciliation famille-travail. Beaucoup de travaux sur la transition à la parentalité montrent bien comment cette transition à la parentalité et l'accession à la maternité et à la paternité vont venir en quelque sorte renforcer les identités sexuées, au moins pour un temps. Ou encore, on a d'autres travaux aussi, notamment de sociologues, qui ont été menés au moment de la retraite, qui montrent là aussi comment se réaménagent les identités sexuées par rapport aux normes véhiculées dans la société donnée. Donc c'est une socialisation plurielle parce qu'il y a une pluralité des instances, encore une fois, de socialisation. On parlera de la famille, des lieux d'accueil de la petite enfance, des écoles, des médias aussi, socioculturels. Et pluralité aussi parce que ça va passer par toutes les relations interpersonnelles qui vont se développer. Donc des relations, je dirais, de socialisation qu'on a coutume d'appeler un peu verticales, c'est-à-dire qui concernent les relations entre les adultes et les enfants. Mais c'est aussi une socialisation qui va passer de façon plus horizontale par les relations interpersonnelles entre les enfants eux-mêmes. Et c'est un processus particulièrement complexe, à l'œuvre dès la naissance et même avant, je m'en expliquerai, et qui va comporter différentes dimensions, ce processus de socialisation de genre, qui va toucher tout d'abord aux représentations que chacun et chacune d'entre nous ont sur ce qui est masculin, ce qui est féminin. C'est une socialisation de genre qui va passer aussi par les interactions directes entre les personnes. C'est aussi une socialisation de genre qui va passer, et ça on y pense beaucoup moins, par les modèles qu'on porte soi-même, en tant que femme ou homme, sur notre propre rapport au genre. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on donne à voir à l'enfant des signaux et des modèles de la masculinité et de la féminité. Donc ça ne passe pas que par ce qu'on propose à l'enfant en termes de jeux, de comportements, etc. C'est soi-même, on va constituer un modèle de rôle de sexe pour l'enfant. Et dans la famille, l'enfant, il peut aussi très bien observer qu'est-ce qu'une femme fait, qu'est-ce qu'un homme fait, qu'est-ce qu'un père fait, qu'est-ce qu'une mère fait, en regardant tout simplement ses propres parents. Et donc, il voit bien que certaines tâches sont plutôt dévolues aux femmes et d'autres aux hommes. Ce qui fait que bien souvent, ça, on l'oublie un petit peu et on se centre beaucoup, par exemple, dans le monde de la petite enfance, sur la question des jouets, qui revient un peu comme une ritournelle, en novembre-décembre chaque année, et que, à force de centrer que sur ces questions-là, on ne voit pas les autres dimensions de cette socialisation de genre. Et ce qui est intéressant d'avoir cette conception de pluriel de la socialisation, c'est que finalement, même s'il y a des tendances qui se dégagent en termes de stéréotypes, ça signifie qu'il peut y avoir des différences, par exemple, dans la famille, entre les conceptions du père et de la mère, sur ce que doit faire ou pas un garçon ou une fille, mais aussi il peut y avoir des différences entre les instances de socialisation, par exemple, entre la famille et l'école. Et donc, du coup, ça montre que l'enfant, il est confronté à cette diversité, cette pluralité des influences de socialisation et que nécessairement, il va falloir aller s'intéresser à la façon dont l'enfant réagit, construit, assimile et développe donc son identité sexuée au sein de cette pluralité des milieux de vie. Donc, pour, je dirais, présenter de la manière la plus claire possible mon propos, même si ce projet, je dirais, ABCD, l'égalité à l'école primaire, concerne des enfants de 7 à 11-12 ans,
il m'a semblé nécessaire, dans un premier temps, d'aller aborder tous ces processus qui démarrent dès la petite enfance, parce que ces enfants qui arrivent à 7 ans à l'école primaire, il y a déjà tout un bagage, je dirais, de socialisation derrière. Et il y a aussi tous ces processus de construction de l'identité sexuée qui sont bien présents et encore à l'œuvre lorsque l'enfant est à l'école primaire. Donc on va voir dans un premier temps de façon un petit peu schématique ce qui se passe dans la petite enfance, en soulignant des mécanismes, des exemples qu'on retrouve à l'école primaire aussi, mais pour pouvoir bien avoir en tête que tout ça, ça démarre bien avant l'école primaire et que pour certains auteurs, ça démarre bien même avant la naissance de l'enfant. Donc, on va commencer par s'intéresser à ce qui se passe dans la famille, et en particulier les parents, parce que finalement, la plupart des travaux dont on dispose à l'heure actuelle ont porté sur le rôle des parents. Bon, en même temps, dans la famille, il n'y a pas que les parents. Je demande aussi la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur, les oncles et les tantes, l'entourage amical de ses parents. Parce que là aussi, lorsque on interpelle les parents sur ces questions-là, bien souvent ils nous disent « mais moi j'essaye de faire tout ce que je peux, je ne veux pas faire de différence, mais bon, mes amis offrent tel jouet, ou les grands-parents ne veulent pas, etc., tel ou tel jouet ». Donc il n'y a pas que les parents qui sont concernés au sein de la famille. Et les travaux montrent que finalement le sexe de l'enfant, il joue un rôle dans la tête des parents dès la période de la grossesse. Ce qui fait dire à Colette Chilan notamment que l'enfant il a un sexe dans la tête de ses parents avant même d'en avoir un dans la sienne. Parce que lorsqu'on interroge les parents durant la grossesse, il y a toute une activité imaginaire autour de l'enfant à naître, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'imagine. On l'imagine, garçon ou fille, bien souvent, on l'imagine avec tel trait de personnalité, avec des cheveux plus ou moins de telle ou telle couleur, etc., des yeux de telle ou telle couleur. Donc il y a tous ces processus d'imaginaire, fantasmatique, autour de l'enfant à naître, notamment autour du sexe de l'enfant. Et ces attentes parentales sont bien souvent liées notamment à la propre enfance des futurs parents, en tant que garçons ou filles, ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, et aux représentations, bien évidemment, qu'ils ont des rôles de sexe. Par exemple, la difficulté supposée, plus grande, d'élever un garçon ou une fille. Plus largement aussi, l'entourage familial, amical et professionnel des parents va aussi participer à ces processus sur comment est-ce qu'on imagine un garçon, comment est-ce qu'on imagine une fille. Et dès la naissance de l'enfant, on va lui attribuer un sexe social, notamment à partir de son sexe biologique et de ses organes génitaux externes que l'équipe médicale, à partir desquels l'équipe médicale va pouvoir dire c'est un garçon, c'est une fille. Et Colette Chilan montre bien, et d'autres chercheurs avec elle, l'impossibilité pour les parents d'élever un enfant neutre. C'est-à-dire qu'on élève un garçon ou une fille, mais on ne peut pas élever un enfant neutre. Même pour les parents qui disent finalement que le sexe de l'enfant n'est pas extrêmement important pour eux, il y a des travaux et des observations qui ont été menées auprès de parents dont l'enfant est né à la naissance avec une ambiguïté génitale qui ne permet pas à la naissance de déterminer le sexe de l'enfant. Et ces travaux de cliniciens ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent comment cette impossibilité d'attribuer un sexe social à l'enfant à la naissance, parce qu'il faut attendre quelques semaines pour faire des analyses au niveau des hormones, du sexe génétique, montre comment l'entourage de l'enfant, et en particulier les parents, sont dans l'incapacité d'aller interagir avec l'enfant. Faites vous-même l'expérience, si vous rencontrez des amis ou une personne dans la rue avec un petit bébé dont vous ne pouvez pas déterminer le sexe sur l'apparence de ses caractéristiques physiques, de ses habits, bon, à part dire c'est un joli bébé, si vous n'avez pas connaissance de l'information fille ou garçon, vous allez être vite limité dans les commentaires et la discussion que vous allez pouvoir avoir avec ses parents autour de cet enfant-là. Ça, c'est vraiment très simple à faire comme expérience. Ou lorsque vous avez un cadeau de naissance à acheter, bon, c'est sûr que les magasins laissent peu le choix. Mais en même temps, vous allez être vous-même, quoi que vous pensiez par ailleurs, souvent dans la reproduction du stéréotype
pour être sûr de ne pas faire d'impair et de froisser une belle amitié. Donc ces processus-là, même quand on en a conscience, finalement, finalement la société, elle est aussi construite autour de cette différenciation fille-garçon, de ces codes qui évoluent dans le temps, nous apprend l'histoire, parce que ça n'a pas toujours été le bleu pour les garçons, le rose pour les petites filles, mais on est dans une société où ce marquage du sexe est extrêmement important. Donc, impossibilité pour les parents d'élever un enfant neutre, et finalement, à travers les interactions que les parents vont avoir avec leur enfant, donc dans les soins, il y a des observations qui montrent qu'on ne touche pas de la même façon un bébé garçon et un bébé fille, on ne lui parle pas de la même façon, on ne le manipule pas de la même façon, etc. Et donc, dès la naissance, on ne va pas se comporter de la même façon dans les soins et un peu plus tard dans les jeux, dans le langage, dans les conduites de prise de risque, et que beaucoup de travaux ont pu mettre à jour des différences dans les conduites, notamment des adultes et en particulier des parents. Un autre petit exemple bien connu d'une étude qui est déjà ancienne, mais dont le mécanisme est intéressant, le mécanisme mis à jour, c'est que des chercheurs avaient été interrogés dans une maternité aux États-Unis, des parents, 24 heures après la naissance de leur enfant, pour les interroger sur la façon, et les qualités, les caractéristiques, comment ils pouvaient décrire leur enfant. Et ils avaient pris soin, les chercheurs, de choisir des bébés qui ne présentaient pas de différence physique, c'est-à-dire qu'ils avaient tous même poids, même taille, ils étaient nés à terme, donc objectivement, il n'y avait pas de différence au niveau physique pour ces bébés filles et ces bébés garçons. Et les résultats de leur entretien menés auprès des parents ont bien montré que les parents de filles qualifiaient leurs bébés filles de petites, calmes, les traits fins, et que les parents de garçons qualifiaient leurs enfants de costauds, les traits marqués, énergiques, etc. Donc il n'y avait pas de différence objective en termes de poids et de taille, mais quand même, les qualificatifs du coup qui étaient associés à ces enfants-là étaient différents en fonction de leur sexe. Donc ce qui est intéressant là, c'est que ça montre que dès le départ, ces fameux stéréotypes de sexe, sur le masculin, le féminin, ils sont à l'œuvre, et que dès le départ, ils vont se transmettre et jouer dans les interactions entre les adultes et les enfants. Et donc, impossibilité d'élever un enfant neutre, et à travers ces interactions comportementales et fantasmatiques entre l'enfant et ses parents, Colette Chilan, elle nous dit que les parents apprennent à l'enfant à quel sexe il appartient, et ils apprennent à l'enfant aussi si cette appartenance les satisfait. C'est-à-dire, quid du père ou de la mère qui aurait souhaité avoir un garçon et qui a une petite fille, ou inversement. Donc, comment à travers ces attitudes et ces interactions, finalement, les parents ils vont dire à l'enfant je suis heureuse que tu sois un garçon ou une fille, ou je suis moins. Et ce qui peut donner à voir du coup dans certaines familles, par exemple un père ou des parents qui auraient souhaité avoir un garçon puis qui ont eu 2 ou 3 filles au tout début, on peut avoir des fois des filles qui vont développer un rapport à la masculinité un peu plus important, parce que le père se sera beaucoup impliqué, lui aura montré beaucoup d'activités liées à la masculinité, etc., et que par des processus d'imitation et d'identification, l'enfant il aura assimilé un certain nombre de ces caractéristiques qu'on appelle masculines. Donc, je passe sur des exemples typiques sur les jouets, parce que beaucoup d'observations ont montré qu'effectivement, lorsqu'on demande à des adultes d'interagir avec un enfant, ça c'est aussi beaucoup de petites expériences qui ont été menées, où on propose à un adulte, parent ou non d'ailleurs, d'interagir avec un jeune enfant, qu'on présente comme étant un garçon ou une fille, de manière arbitraire, et on met en place des jouets de garçons, des jouets de filles, et on demande à cet adulte d'interagir avec cet enfant-là. Je vous le donne en mille. Bien souvent, spontanément, ils vont proposer à l'enfant des jouets de garçon si c'est un garçon, et des jouets de filles si c'est une fille. Alors que dans les expériences, la plupart du temps, c'est toujours le même enfant qui a été tantôt présenté comme une fille, tantôt présenté comme un garçon. Donc, beaucoup d'expériences ont montré ces aspects-là. Ce qui me semble intéressant aussi par rapport justement aux apprentissages scolaires, c'est la question du langage,
parce que vous avez aussi beaucoup d'observations qui ont été faites dans les 2-3 premières années de vie de l'enfant, d'interaction entre la mère et son enfant en particulier, qui montrent qu'on ne sollicite pas de la même façon le langage chez les jeunes enfants, hein, de 0 à 3 ans, c'est-à-dire au moment où l'enfant il commence, hein, notamment au cours de la 2e année, à apprendre hein, les habiletés langagières, on ne les sollicite pas de la même façon. On parle beaucoup plus aux filles, hein, on leur demande un niveau de langage beaucoup plus élaboré, hein, qu'aux garçons, par exemple, où le langage du côté des garçons est dans une visée un peu plus instrumentale, hein, pour contrôler le comportement de l'enfant, par exemple. Et ça aussi, on le retrouve dans les jeux, où les jeux de filles, hein, poupées, dinettes, etc., sont beaucoup plus propices au développement des interactions langagières, alors que certains jeux de garçons, comme les petites voitures, hein, proposent moins ce type hein, d'activité langagière, hein, le vroom vroom hein, ou les onomatopées, bien évidemment, sont moins propices au développement des habiletés langagières. Ce qui fait que du coup, très tôt, on va pouvoir observer justement, et notamment quand il et elle arrivent à l'école maternelle, des différences de comportement hein, au niveau de ces habiletés langagières. Et que bien souvent, on se dit, mais c'est tellement tôt, hein, s'il y a ces différences d'habiletés langagières, hein, c'est tellement précoce, hein, que ça doit être biologique, ces différences. Bon, on peut imaginer quand même qu'il y a peut-être une part, je dis ici hein, peut-être, mais vous comprendrez un petit peu le sens hein, de mon propos, hein, qu'il y a certainement même une grande part liée à la façon dont, dès le départ, hein, on interagit avec l'enfant. Hein, pour faire tous les travaux hein, qui se développent sur justement la taille du cerveau, hein, qui revient très à la mode, vous aurez repéré, à titre d'information, qu'il y a de la neuro partout. Hein, il y a même maintenant de la neurophilosophie, de la neuropsychologie et de la neuropédagogie. Hein, comme si par tout le cerveau, finalement, on allait pouvoir expliquer tous les comportements et résoudre tous les problèmes des humains. Bon, on se leurre un petit peu, mais disons que ça paraît plus certain, hein, la question des sciences dures, biologiques, par rapport aux sciences humaines, un peu plus molles. Hein, donc là, c'est un autre débat, mais quand même, c'est important, parce que là aussi, c'est extrêmement relayé par les médias. Hein, dès qu'il y a une petite découverte, le gène de tel... Alors, c'est le cerveau, mais c'est aussi le gène ou les hormones. Hein, et là, il y a du gène, hein, il n'y a pas de plaisir. Hein, et donc, du coup, hein, on voit bien hein, comment, par là, on va comment dessiner une conception du sujet humain. Hein, donc ça, c'est important parce que, et je le dis d'autant plus ici, hein, mais je suis en terrain conquis, hein, que c'est compliqué après, en termes de programmes de recherche ou autres, hein, d'aller faire des travaux, avancer sur ces aspects-là, en articulant à la fois les facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Hein. Bon, j'essaye de ne pas trop m'éparpiller, mais bon... parce que vous aurez compris que ça me passionne, tout ça. Alors, autre exemple, dernier exemple sur les interactions, c'est les conduites de prise de risque. Hein, il y a des travaux qui ont observé que finalement, alors c'est une mère en l'occurrence, parce qu'elles sont aussi le plus souvent plus disponibles pour participer aux recherches, hein, parce que sinon les chercheurs, il faut qu'ils aillent sur les terrains le samedi, le dimanche ou très tard le soir. Hein. Ça, c'est un autre problème. Donc, des observations qui ont été menées avec des jeunes enfants et leurs mères sur les conduites de prise de risque et qui ont pu, par exemple, observer que lorsqu'un petit garçon se met à courir, grimpe sur un petit mur, hein, et qu'une petite fille commence à faire la même chose, dans le cas de la petite fille, la mère, elle intervient très tôt, hein, quasiment dès le départ, en disant « ne cours pas comme ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Hein. Descends de ce petit mur, tu vas tomber, tu vas te faire mal. C'est-à-dire qu'elle prévient le risque potentiel hein, de chute pour l'enfant. Alors que dans le cas d'un petit garçon, on va le laisser courir, on va le laisser aller jusqu'au bout, voire tomber, hein, parce que finalement, dans les représentations de ses parents, hein, c'est aussi l'idée que le petit garçon, il a plus besoin de se dépenser, c'est normal, c'est un petit dur, et puis de toute manière, s'il se fait mal, hein, ce ne sera pas très grave, alors que la petite fille est quand même un peu plus fragile. En lien avec ça, hein, c'est aussi tous les vêtements des enfants, hein, où, vous le savez comme moi, hein, les petites robes, les petites jupettes, les petites barrettes, etc., les froufrous, vont pas favoriser chez la fille des activités de course, sportives, etc., parce qu'elle est peut-être moins à l'aise dans ces vêtements-là, et surtout, il faut qu'elle reste propre, jolie. Hein.
Donc là aussi, il y a moyen finalement, hein, on le verra tout à l'heure quand on va parler des crèches, hein, là, rien que ça, hein, et la façon dont on renvoie régulièrement la petite fille quand on la voit, « Ah, dis donc, qu'est-ce que tu es bien coiffée ce matin, ah, elle est jolie ta robe, etc. » Comment ici, quelque part, on les enferme dans ce versant de l'esthétique, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, pour les petits garçons. Donc, au-delà de ces interactions parents-enfants, hein, qui vont amener l'enfant finalement à adopter des comportements conformes à son sexe d'appartenance, il y a aussi toute cette transmission des rôles de sexe, plus ou moins implicites, hein, dans diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, à travers la lecture d'un livre, hein, la fameuse lecture du soir, comment, même à partir d'un support qui n'est pas a priori extrêmement stéréotypé, comment les parents et plus largement les adultes peuvent transmettre à l'enfant, par les commentaires qu'ils font, hein, qui rajoutent à l'histoire des informations sur les stéréotypes. Hein, exemple de ce type lorsque le parent fait des généralisations, hein, lorsque dans l'histoire c'est un garçon qui joue au ballon et que le parent dit « tu vois, les garçons ils jouent au ballon ». Hein, donc là il généralise à partir d'un cas particulier, hein, le fait, hein, que le jeu du ballon soit associé aux garçons. Donc importance, hein, ne pas oublier, sur ces mêmes dimensions, on va aussi retrouver les grands-parents, les frères, les sœurs et les oncles, hein, tous les adultes et les enfants qui gravitent dans l'univers familial. Je passe un peu sur les milieux extrafamiliaux, c'est-à-dire les lieux d'accueil de la petite enfance et l'école maternelle, puisque à Toulouse aussi, là, il y a des projets de crèches pilotes sur la question du genre qui se mettent en place. Donc on est dans un mouvement là aussi où les choses bougent, et à l'école maternelle aussi. Hein. Donc ici, on va s'intéresser au rôle des professionnels, notamment dans ces lieux d'accueil de la petite enfance, pour déjà repérer que dans les lieux d'accueil de la petite enfance, là aussi, en termes de transmission des rôles de sexe, l'enfant il a affaire principalement à des professionnels hein. Et lorsqu'il y a quelques hommes, hein, donc un univers avec une présence massive des femmes, une quasi-absence des hommes, mais en plus, hein, c'est qu'à ces professionnels, on leur attribue bien évidemment des caractéristiques qu'on appelle féminines, hein, et aussi hein, de caractéristiques maternelles. Hein, c'est-à-dire que naturellement, puisqu'on est femme, hein, on sait naturellement s'occuper et materner, entre guillemets, de jeunes enfants. Hein, et donc, du coup, ce qui rend invisible, là aussi, dans les représentations, hein, tout le savoir-faire, hein, la formation nécessaire pour justement être professionnel dans ces structures de la petite enfance. Et on a remarqué que lorsque des hommes étaient présents dans ces structures, bien souvent, ils sont interpellés à partir de rôles traditionnels, hein, comme par exemple la figure d'autorité. Hein, il nous faut un homme hein, pour calmer les enfants, pour leur mettre les limites, ou encore une fonction de socialisation. C'est-à-dire qu'on fonctionne là aussi avec des schémas extrêmement stéréotypés sur ce que doivent être les professionnels, hommes et femmes. Hein, ou quand une anecdote d'une professionnelle qui disait « j'étais coincée, il fallait que je repare quelque chose », qui c'est que j'ai interpellé spontanément? C'était le seul homme qui était présent dans la structure. Alors que finalement, j'ai une collègue qui sait très bien s'occuper hein, des problèmes de lavabo, etc. Mais spontanément, j'ai interpellé mon collègue homme. Hein. Donc on voit bien ici, encore une fois, on n'est pas forcément dans l'interaction directe entre l'adulte et l'enfant, hein, mais dans ce que finalement les professionnels eux-mêmes donnent à voir à l'enfant. On a aussi, dans les interactions adultes-enfants, je vous donnerai que quelques exemples, hein, lorsqu'on a fait des observations et des entretiens auprès de ces professionnels, hein, on voit dans leur représentation hein, des différences selon le sexe de l'enfant. Hein, et par exemple, hein, on va repérer un ou deux exemples pour repérer finalement que les stéréotypes sont bien présents dans ces représentations, hein, notamment par rapport à l'utilisation des jouets. Hein. Parce que si a priori tous les jouets sont disponibles, hein, jouets de garçons, jouets de filles, jouets mixtes ou neutres, hein, finalement l'utilisation qui va en être faite à la fois par les enfants et les adultes ne vont pas être si neutres que ça. Hein. Un exemple relevé hein, par des chercheurs d'une éducatrice qui, dans l'après-midi après le goûter, prépare une activité jeu d'imitation. Hein. Et donc, d'un côté, elle met hein, des bébés, des landaux, des habits, des accessoires, hein, une petite voiture pour bébé, une cuisine. Et là, elle se demande à voix haute, qu'est-ce que je vais mettre pour les garçons hein. Et donc, elle sort un petit kit de bricolage. Hein.
Donc spontanément, elle prépare une activité d'imitation, mais spontanément, elle se demande d'un côté, je vais mettre ça pour les filles et qu'est-ce que je vais mettre pour les garçons. Un autre exemple qui me semble vraiment intéressant justement sur la question de l'activité de l'enfant, une éducatrice qui demande à un petit garçon qui est en train de jouer avec une poussette de poupée. Et elle lui dit ceci, « Alors, tu joues à la maman ?» Et lui de lui répondre, « Non, je joue au papa. » Donc vous voyez bien comment les stéréotypes ici, dans les commentaires, comment est-ce qu'on transmet là à l'enfant l'idée que finalement, lorsque l'on joue à la poussette, on fait la maman. Et lui de lui répondre, c'est pour ça que je trouve exemplaire, parce que ça montre bien que l'enfant quand même, il est actif dans ce processus de socialisation, il essaye de mettre du sens sur les choses. Et la réponse qu'il lui donne me semble vraiment exemplaire pour illustrer ça. Et on a aussi ce qui se passe entre les interactions entre enfants. Virginie Wadek, elle nous en a proposé quelques observations, quelques vignettes, avec ce qui se développe, notamment au cours de la deuxième année, même si ce n'est pas un phénomène qui est extrêmement majeur, mais qui va le devenir ensuite. C'est ce qu'on appelle le phénomène de ségrégation sexuée, c'est-à-dire cette tendance qu'ont les filles et les garçons à jouer et à interagir de manière préférentielle avec un enfant du même sexe. Donc, quand on s'intéresse au développement social de l'enfant, finalement, on repère que l'enfant, à partir du moment où il a, je dirais, toutes les compétences minimales pour interagir avec l'autre, et notamment l'autre enfant, se met en place aussi ce phénomène de ségrégation sexuelle, qui n'a pas d'origine biologique. Il y a plusieurs types d'explications qui sont avancées, notamment une qui est que finalement, pourquoi les enfants commencent à jouer de manière préférentielle avec des enfants du même sexe, c'est tout simplement qu'ils développent un même style de jeu et de comportement et que du coup, ça facilite l'interaction entre eux. Donc c'est une des explications, et ce n'est pas un phénomène, je dirais, naturel, parce que depuis les 3 ans, ces enfants-là, encore une fois, on l'a dit, on a donné quelques exemples sur ces processus de socialisation, ils ont déjà acquis des manières de se comporter, de réagir, qui sont conformes, je dirais, aux normes de genre. Et donc, au sein de ces interactions, qui vont ensuite petit à petit devenir groupe de garçons, groupe de filles, dont on reparlera tout à l'heure à l'âge scolaire, là aussi, les enfants ils vont se renforcer entre eux. Et ils vont être très vigilants, on va voir pourquoi, au respect des codes sexués. Et donc, gare au petit garçon qui va aller jouer avec les filles à la poupée. Lorsqu'il va vouloir revenir dans le groupe des garçons, il y a de fortes chances qu'il soit mis momentanément au moins à l'écart, et réciproquement. Donc les enfants, entre eux, ils vont se rappeler ces normes de genre sur qu'est-ce que doit faire un garçon, qu'est-ce que doit faire une fille. Autre conséquence de cette partition des enfants, c'est que à l'intérieur de chacun de ces groupes de pairs, ils vont développer là aussi un certain nombre d'habiletés sociales. Et on a remarqué que les groupes de filles, bien souvent, ils sont plus petits en nombre. C'est bien souvent des interactions, notamment à cet âge-là, diadiques, donc à deux, propices au développement des confidences, du partage, donc à des interactions de type plus affiliative, alors que les groupes de garçons sont un peu plus nombreux en nombre, et il y a ces phénomènes de place et de position, de compétition qui s'y développent, et qui ne s'y développent pas de la même façon que dans le groupe des filles. Donc, à travers ces expériences de socialisation avec les pairs, les enfants aussi vont participer à cette socialisation de genre. Donc, ces quelques exemples montrent que le sexe de l'enfant, il est un important organisateur des représentations et des comportements des personnes, adultes et enfants, qui interagissent avec lui. Même si, lorsqu'on interroge les personnes, elles déclarent spontanément ne pas faire de différence. Parce que bien souvent, on n'a pas conscience de l'ensemble de ces dimensions de ce processus de socialisation de genre. Et souvent, quand on interroge les parents, ils disent « Ah non, non, mais moi, elle a des jouets de garçons et des jouets de filles. » Voilà, et ça s'arrête là. Alors qu'on l'a dit, il y a beaucoup plus de dimensions que la dimension des jouets. Et cet écart qu'on repère entre le discours, les représentations et les comportements, c'est une constante qu'on relève dans les travaux, que ce soit dans les structures de la petite enfance ou à l'école. Et il révèle bien cet écart, l'intériorisation des représentations, des stéréotypes de sexe. Et la force encore vraiment très importante de ceci
dans notre façon de penser et d'agir. Et ne pas oublier, même si je ne le développerai pas beaucoup, aussi tout l'univers des médias, la télévision. Alors, branchez la télévision, il n'y a pas, vous attendez 5 minutes et vous allez être confronté aux stéréotypes. Les livres, la publicité, les ordinateurs, aller sur Facebook aussi, comment, à travers ça, il y a une sociologue qui a travaillé là-dessus, ce qu'on donne à voir de soi, et notamment chez les préados sur cet univers de Facebook, finalement, renforce aussi extrêmement le stéréotypage entre les garçons d'un côté et les filles de l'autre, ce qu'on se raconte à travers Facebook. Donc des différences qui ont été relevées, notamment sur la littérature enfantine, au plan quantitatif et qualitatif, avec l'idée finalement que ces médias socioculturels, à de rares exceptions, finalement transmettent les stéréotypes de sexe et présentent donne à voir une représentation des rapports hommes-femmes, filles-garçons, qui est plus stéréotypée même que dans la réalité, bien souvent. Même si des fois, je dis, il y a quand même des exceptions. Il y a des publicités, par exemple, qui vont mettre en scène un père avec son enfant. Bon, ok. Sauf que la maman, elle rentre. Quand la mère rentre, c'est pour une carte bleue, il me semble, cette publicité. Quand la mère rentre, en fait, ils se sont amusés, comme des enfants. Ils ont les cheveux bleus, ils ont même tagué le chien, etc. Donc on voit bien que même là, il y a le père est avec son enfant, certes, mais on est quand même dans le stéréotypage, on est dans le jeu. Bon, on pourrait passer la matinée, même la journée, à faire ce travail de repérage, où derrière des évolutions apparentes, finalement, sont renforcées ces représentations stéréotypées. Donc, quelques mots maintenant sur comment le jeune enfant, entre 0 et 6 ans, quelles sont les principales étapes de la construction de son identité sexuelle, avec un préalable. C'est le préalable de définition de ce terme d'identité sexuée, qu'on rencontre aussi beaucoup, où on rencontre aussi un terme, je dirais, voisin, qui est celui d'identité sexuelle. Donc, identité de genre, identité sexuelle, c'est aussi des termes qu'on rencontre beaucoup et qu'il est nécessaire d'éclaircir. Pourquoi ? Parce que la question de l'identité sexuée, bien souvent, elle est réduite à la question de l'acquisition du genre, des rôles de sexe, avec l'idée qu'on a fini de construire son identité sexuée une fois qu'on a acquis les normes, les rôles qui sont liés à son sexe d'appartenance. Or, l'identité sexuée, c'est quelque chose qui se construit et qui évolue tout au long de la vie de l'individu. Où ce terme, il est souvent confondu avec le terme d'identité sexuelle. Donc, dans mes propres travaux, je m'appuie sur la définition de Colette Chilan, qui était professeure de psychopathologie à Paris et qui était aussi clinicienne et qui a beaucoup travaillé avec des populations de transsexuels. Et elle a pu proposer, notamment à partir de ces travaux-là, une définition de l'identité sexuelle qu'elle conçoit comme une construction, je dirais psychosociale, qui comporte des aspects qu'elle appelle objectifs et qui renvoient à ce sexe social qu'on assigne à la naissance de l'enfant et au rôle de sexe. Rôle de sexe, ici, c'est le masculin, le féminin. C'est les normes liées à ce qu'une société définit en termes de masculinité et de féminité. Mais ce qui est intéressant dans cette définition de Chilan, qui est caractéristique de certains travaux en psychologie, c'est d'autres aspects qu'elle appelle les aspects subjectifs et qui renvoient ici à la façon dont le sujet se sent appartenir à un sexe. Et elle montre bien notamment que chez les transsexuels, malgré leur sexe biologique mâle ou femelle, ils se sentent appartenir à l'autre sexe. Ils sont convaincus d'être de l'autre sexe. Donc, elle renvoie cette question du sentiment d'appartenance à un groupe de sexe et aussi du sentiment de sa masculinité et de sa féminité. Donc là, ce qui est intéressant dans cette définition et dans ces travaux-là, c'est d'aller voir du côté de l'individu comment lui-même, autrement dit, construit son rapport au genre, son rapport aux normes de rôle de sexe et comment, à partir de son sexe d'appartenance, il va développer un rapport au genre, au féminin, au masculin particulier. Ce qui explique en partie que autant d'hommes présents aujourd'hui dans cette salle, autant de façons différentes d'éprouver ce rapport au genre, au masculin et au féminin, et de manière réciproque pour les femmes.
Parce que cet aspect plus subjectif est intéressant parce que ça voudrait dire que finalement on se ressemble toutes. On a tous puisqu'on est femme, on a des robes, on a telle couleur, on a tel intérêts, etc., obligatoirement féminin. Bon, et la même chose pour les hommes. Autrement dit, ce qu'amènent les travaux, notamment en psycho, c'est d'aller travailler et d'aller expliquer cette variabilité interindividuelle qui fait que deux femmes n'ont pas forcément le même rapport au masculin et au féminin. Et la même chose pour les hommes. Donc, variabilité interindividuelle et de manière aussi intéressante, c'est qu'on peut être une femme et aimer, par exemple, au niveau des vêtements, aimer les jupes, les bijoux, le maquillage, etc., et pour autant être chauffeuse de poids lourds. C'est-à-dire qu'il y a aussi une variabilité intra-individuelle entre les activités qu'on peut aimer, qui sont qualifiées de masculines ou féminines, les traits de personnalité qu'on développe, etc., etc. Mais ça, bien souvent, on a, à force de généraliser, finalement, et le passage automatique du masculin ou du féminin, on est plus trop dans la nuance, alors que finalement, dans la vie de tous les jours, on est plutôt dans cette variabilité. Et avec l'idée, du coup, que ce sentiment de masculinité, de féminité, il va évoluer tout au long de la vie de l'individu. On prenait l'exemple tout à l'heure de la transition à la parentalité. Alors, cette définition, et il me semble important d'insister là-dessus aussi, ce terme d'identité sexuée, il a aussi le grand mérite de se démarquer du terme d'identité sexuelle, et qui, contrairement à ce terme d'identité sexuelle, quand on parle d'identité sexuelle, alors on fait référence aussi à ce sexe biologique, à ce sexe social, culturel, ces normes liées au genre, mais aussi est inclus, quand on parle d'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle du sujet, c'est-à-dire hétérosexualité, homosexualité. Or, moi, en l'état actuel des connaissances dont on dispose, ça me pose question d'inclure la question de l'orientation sexuelle comme faisant partie de la question de l'identité de l'homme ou de la femme, parce que finalement, qu'on soit hétéro ou homo, ce n'est pas l'orientation sexuelle qui dit quelque chose de ce rapport au genre qu'on a construit, du sentiment de masculinité et de féminité qu'on peut avoir. Sinon, tous les homosexuels hommes auraient des caractéristiques féminines. Ça, c'est un peu le stéréotype du gay féminin ou de la lesbienne masculine. Or, qu'on soit hétéro ou homo, il y a aussi cette variabilité, cette interindividuelle et intra-individuelle dans ce rapport au masculin et au féminin. Donc c'est pour ça que moi, je n'emploie pas ce terme d'identité sexuelle, parce qu'en plus, confronté ici à ces problématiques d'égalité, de genre dans la petite enfance et l'enfance, il y a le risque aussi de confusion qui est bien connu, avec un exemple assez, je dirais, criant, du petit garçon qu'on va laisser jouer à la poupée, et est-ce que ce petit garçon, il va devenir homosexuel ? Parce que derrière ça, et on se pose c'est beaucoup moins un problème pour la petite fille, c'est jouer au camion, on ne se pose pas la question, ça va devenir homosexuel. Mais le petit garçon, derrière le jeu de la poupée, très vite, il y a cette crainte de l'homosexualité. Chez les adultes aussi, la présence d'hommes dans les lieux de la petite enfance, il y a des sociologues qui l'ont très bien montré, Nicolas Murcier notamment, comment cette présence d'hommes, elle est liée notamment à la crainte, au soupçon à leur identité sexuée, leur féminité, voire plus grave, à la crainte de pédophilie. Donc on voit bien ces registres ici de confusion que peut entraîner l'utilisation de ce terme d'identité sexuelle et la question de l'orientation sexuelle des personnes. Donc c'est vraiment des choses, là, je crois que ce travail de définition, il est essentiel aussi pour distinguer ce qui est du registre de la sexuation qu'on appelle psychique, psychosociale, et de la sexualité. Donc, quelques mots sur les étapes. Qu'est-ce qui se passe entre 0 et 6 ans, grosso modo, du côté de l'enfant ? Donc, bien évidemment, le développement de cette identité sexuée, elle va se faire en lien avec les progrès moteurs, cognitifs, sociaux et affectifs de l'enfant.
Et l'enfant, il va notamment, au cours de cette construction, développer son sentiment d'appartenance à un sexe. Alors les travaux, notamment des cliniciens, montrent que ce sentiment d'appartenance à un sexe se développe au cours de la 2e année, entre 18 et 24 mois. Notamment à partir des interactions que l'enfant a eues avec son environnement social. Et parallèlement, pour l'instant on n'en sait pas plus, on peut dire que parallèlement, l'état actuel des connaissances, au cours de cette 2e année aussi, un premier grand repère, c'est que l'enfant, au plan intellectuel, là, il va être en capacité de distinguer aussi les 2 groupes de sexe. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il a ce sentiment d'appartenance à un groupe de sexe qui se développe, au plan intellectuel, il développe cette compréhension qu'il existe 2 groupes de sexe et qu'il appartient à l'un d'entre eux. Donc je dis qu'actuellement, on ne peut pas dire en l'état actuel des choses, parce que peu de travaux ont examiné ces 2 dimensions-là de façon concomitante dans les recherches. Mais là, c'est plutôt une synthèse à partir des travaux des cliniciens et d'études plus expérimentales sur ces aspects-là. Et même encore des travaux réalisés auprès de bébés montrent que l'enfant, il différencie, il est capable de faire des associations liées aux distinctions entre les sexes, entre des photos d'hommes et de femmes. Bon, je passe un peu là-dessus parce que... mais qu'il y a des choses qui se construisent, même si l'enfant n'est pas encore en capacité de verbaliser. En tout cas, il observe son environnement dès le plus jeune âge et il commence à faire des associations. Donc, au cours de la 2e année, l'enfant il accepte à la pensée symbolique, avec cette capacité de représentation de son environnement. Il atteint aussi la reconnaissance de soi dans le miroir, donc ça c'est un élément important, et il sait très bien dire, dès 18 mois, 2 ans, qu'il est un garçon ou une fille. Et il est capable aussi d'étiqueter, de dire cette personne c'est un garçon ou une fille. Et sur quoi il se base pour faire ce repérage? C'est sur les caractéristiques, les habits, la longueur des cheveux, les accessoires, et c'est sur ça que l'enfant se base pour catégoriser les personnes de son environnement. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va croire jusqu'à un certain âge que si on change de vêtements ou d'activité, ou si on joue avec telle activité, on change de sexe. Parce que pour lui, l'étiquetage, à quoi il reconnaît qu'on est un garçon ou une fille, encore une fois, c'est aux activités et aux vêtements. Et petit à petit, au cours des premières années, il va acquérir ce qu'on appelle la constance de genre. Donc là, c'est une traduction d'un terme anglo-saxon. Je sais que ça fait beaucoup réagir les collègues sociologues des fois, lorsqu'on parle de constance de genre. Ça renvoie plutôt à l'idée de la notion piagétienne de conservation de la matière. L'idée que l'enfant, il va arriver à la compréhension que même si on change d'apparence, on ne change pas de sexe. Et que cette appartenance à un groupe de sexe, elle est stable et définitive dans le temps. Et qu'elle repose notamment sur le fait qu'on a un sexe biologique mâle ou un sexe biologique femelle, et que ça ne change pas, quelles que soient les apparences des vêtements, des activités, etc. Alors nous, ça nous semble évident. Ça fait longtemps qu'on l'a intégré, cette capacité cognitive de compréhension. Le jeune enfant, interroger des jeunes enfants de 4, 5, 6 ans, ils vont vous dire, il y a beaucoup de petites expériences, cet enfant, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon. Et puis si je lui change, son activité ou s'il joue à tel jeu, ce sera toujours un garçon ou toujours une fille? Des fois, on peut être sacrément décontenancé, parce qu'encore une fois, l'enfant s'appuyant sur les signaux socioculturels, et en cela, il est aidé par son environnement, puisque dès la naissance, il y a tous ces signaux qu'on lui transmet pour dire ça c'est pour un garçon, ça c'est pour une fille. Donc ça, c'est vraiment une particularité importante, il me semble, de ce qui se passe du côté de l'enfant. Et donc, l'enfant, à partir de là, il va chercher à avoir des connaissances sur les normes, ce qui est pour les garçons, ce qui est pour les filles. Parce qu'on lui a dit, t'es un garçon, ou t'es une fille. Et donc, comme il est en train de se construire en même temps en tant qu'individu, que personne, il va chercher à avoir un maximum d'informations sur ce qui est pour les garçons, ce qui est pour les filles. Et ça, c'est très simple au début pour lui, parce que ça ne nécessite pas de capacité de catégorisation très élaborée. C'est binaire, c'est garçon ou fille. Donc, et il est encore une fois aidé beaucoup par son environnement social sur ces questions-là.
puisque son environnement lui répète à loisir et même à l'école, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles, est-ce que toi tu es un garçon ou est-ce que toi tu es une fille? Pour avoir fait il y a quelques années, notamment dans les écoles maternelles, un certain nombre d'observations, j'avais noté comment régulièrement, finalement, on répétait à ces jeunes enfants leur appartenance à un groupe de sexe, soit par le porte-manteau, soit par les couleurs, soit vous vous rangez en rang, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, sans que finalement les enseignants, encore une fois, aient forcément conscience de ce renouvellement perpétuel de l'information sur l'appartenance à un groupe de sexe. Donc l'enfant, il va utiliser et va développer ses connaissances sur le genre, ce qu'on appelle des schémas de genre qui en fait vont fonctionner comme des stéréotypes de sexe. Parce que l'enfant, encore une fois, il n'a pas forcément des habiletés cognitives très élaborées au départ, il ne peut pas faire de catégorisation complexe, et surtout, du coup, petit à petit, il va intégrer bien souvent les informations qui sont déjà concordantes avec ce qu'il connaît. C'est-à-dire que l'information qui n'est pas concordante, il ne va pas l'intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire évoluer les connaissances de l'enfant sur ce qui est masculin, ce qui est féminin ou mixte, il faut revenir sur beaucoup d'exemples différents de possibilités parce que l'enfant il construit ses stéréotypes et vous savez bien qu'un stéréotype, lorsqu'on voit un homme qui s'occupe de son enfant, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc on ne l'intègre pas dans nos schémas, dans nos changements de représentation parce que c'est un cas, mais on sait bien qu'en général, ce sont les femmes qui s'en occupent. Donc du coup, nos représentations, elles n'évoluent pas. Il se passe la même chose du côté de l'enfant, lorsqu'il commence à avoir ses connaissances. Et l'enfant, il va aussi, dans cette période, développer ce qu'on appelle des croyances essentialistes sur les différences entre les sexes, qui ne sont pas le fait que des enfants. Les croyances essentialistes, c'est tout simplement que les enfants vont expliquer les différences qu'ils repèrent entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, par des facteurs biologiques, physiques. Je dis, il n'y a pas que les enfants qui le font, parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui pensent qu'effectivement, les différences, elles ont affaire, les différences hommes-femmes qu'on relève, elles ont affaire au cerveau, aux hormones, ou c'est génétique, et on est bien souvent entre du biologique et du social. Que ce soit dit sur le ton de l'humour d'ailleurs, entre parenthèses, ou sur un ton plus ou moins sérieux, on est quand même du coup ici dans cette tendance qu'on appelle la naturalisation des stéréotypes. Parce qu'au final, comme on essaye de combattre les stéréotypes, qui, quelque part, apparaissent comme étant tellement naturels, puisque tellement intégrés dans nos représentations dans la société. Donc l'idée de combattre ces stéréotypes, paradoxalement, ne fait que les renforcer. Et puis ce qu'il faut les combattre, c'est que ce n'est pas naturel. Je reviendrai sur cette notion-là. Donc les enfants, dans le même temps, pensent que finalement, que les différences entre filles et garçons reposent essentiellement sur des facteurs biologiques. C'est qu'un peu plus tard, on le verra un peu tout à l'heure, lorsque il va accepter notamment cette capacité à cette compréhension que son appartenance à un groupe de sexe, elle est stable et définitive dans le temps, et lorsqu'il va être en capacité aussi de comprendre que ces rôles masculins et féminins sont des définitions socio-culturelles, sociales, des normes sociales, qui va commencer à être un peu plus flexible dans ses représentations et ses comportements. Parce que compte tenu de ce qu'on vient de dire, l'enfant, on va pouvoir observer chez les jeunes enfants, vers 5-6 ans, ce qu'on a appelé un pic de rigidité, à la fois dans les connaissances et les comportements. Parce que les enfants fonctionnent sur de l'exclusif. C'est ou pour les garçons ou pour les filles, c'est rarement pour les deux. Et vous avez des parents qui sont un peu désespérés parce qu'ils vous disent mais finalement, on a fait tout ce qu'on a pu, mais ils sont quand même stéréotypés. Finalement, ma gamine de 3 ans, elle est rentrée, elle veut une robe rose comme la copine. Donc c'est que c'est naturel, ça. Si moi, je n'ai pas réussi à agir là-dessus, si malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à agir là-dessus. C'est ce que montre Anne Dafton-Novel dans une étude. Elle dit, les parents disent, bon, donc c'est naturel, c'est biologique, donc ils baissent les bras. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas les seuls à jouer dans ce processus de socialisation de genre et qu'il y a ces phénomènes aussi d'imitation entre enfants, on l'a dit, les enfants entre eux ils s'imitent et comment mon copain ou ma copine me renvoie et contribue à la construction de qui je suis.
Et si je ne veux pas être tout seul à la récré, si je veux être intégré au groupe de pairs, bon, il faut faire quand même un peu comme les autres. Hein. Donc voilà un peu, de façon, je dirais, balayée assez rapidement, et encore je suis très bavarde, il faut me tenir sur le temps. Là où en est l'enfant quand il arrive à l'école primaire. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, hein, il s'est déjà passé des choses du côté de ses milieux de vie, il a déjà vécu des choses à l'école maternelle. Il y avait notamment, il y a une dizaine d'années, dans l'Académie de Montpellier, un rapport qui avait été fait par H. Erard hein, sur des observations à l'école maternelle. Donc, autrement dit, les enseignants hein, et le personnel de l'éducation nationale, lorsqu'ils voient débarquer les enfants à l'école primaire, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place. Hein, et avec lesquels il va falloir faire, aussi bien du côté des enfants hein, qu'avec les autres milieux de vie, pour pouvoir avancer sur cette question de l'égalité. Bon, juste quelques repères dans le milieu familial, parce qu'il n'y a pas tellement de travaux qui ont été faits. Hein. Les travaux, notamment en psychologie, se sont davantage intéressés à la période de la petite enfance. Mais ce qu'on repère notamment, ce qui est intéressant dans les rares travaux dont on dispose, c'est tout ce qui est du registre des pratiques éducatives familiales et surtout des représentations qu'ont les parents qui sont liées aux aptitudes et à la réussite scolaire. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes, il n'y a pas que les enseignants, hein, mais les parents eux-mêmes développent un certain nombre de représentations sur, tout simplement, les filles, de toute manière, naturellement, vont être meilleures en littérature et les garçons en maths. Hein. Donc il y a beaucoup de travaux qui montrent ça, hein, que là aussi les parents ils ont des représentations sur les habiletés potentielles de leur enfant, hein, et que ce qui est encore plus intéressant, c'est que des travaux montrent que quelles que soient les notes que les enfants obtiennent par ailleurs, hein, leur sentiment et leur estime de soi dans telle et telle, ou leur sentiment de réussite et leur estime de soi dans telle ou telle matière, dépend non pas des notes qu'ils obtiennent, hein, mais des représentations qu'ont les parents sur leurs capacités dans ces matières. Donc là, on retrouve au-delà des notes, hein, alors quand on sait que ça, bien sûr, ça s'articule avec les influences et les représentations des enseignants. Hein, du côté de l'enfant, là, on voit bien comment les encouragements ou les croyances de ses parents en ses capacités dans telle ou telle matière, ou en les capacités plus généralement des filles et des garçons, hein, c'est-à-dire une fille qui ramène hein, une note pas bonne en mathématiques, le parent va dire mais c'est normal, les filles de toute manière elles ont toujours des difficultés en mathématiques, hein, etc., etc. Donc des études montrent qu'il y a ce genre de phénomène aussi, outre chez les enseignants, mais qui est aussi qu'on peut repérer dans le milieu familial. Hein, et que ces croyances des parents sont plus directement liées à la représentation que va avoir l'enfant en ses capacités dans telle ou telle matière que les notes ou leurs performances obtenues vraiment dans ces matières. Et donc ces croyances parentales sont conformes finalement aux stéréotypes, elles favorisent les garçons et semblent avoir un impact particulier sur les filles au moment notamment où émerge l'image de soi scolaire. Donc à l'école, on va aussi repérer, là je ne vais pas y revenir parce que ça a déjà été développé et c'est des travaux aussi, je dirais, plus connus. Hein. Là aussi, on repère, et Virginie Wadek vous en a parlé hein, tout à l'heure, vous a donné quelques exemples qui, effectivement, vont dans le même sens des différentes observations menées alors, dans les travaux notamment des sociologues et en sciences de l'éducation hein, sur ce qui se passe dans l'univers de la classe, hein, avec des différences observées dans les interactions entre les enseignants et les enfants, hein, selon le sexe de l'enfant. Je ne reprendrai pas ici hein, l'exemple de prise de parole, par exemple, hein, où l'univers sonore de la classe, finalement, il est monopolisé par les garçons, hein, où les filles, effectivement, vont être utilisées ou sollicitées pour être des auxiliaires pédagogiques. Hein, donc, effectivement, tous ces phénomènes-là, hein, ils sont à l'œuvre à l'école primaire. Hein, parce que là aussi, les enseignants ont comme tout à chacun, des représentations hein, sur les filles et les garçons, sur les habiletés des uns et des autres. Hein, ils vont aussi penser, par exemple, hein, que les filles et les garçons ont des intérêts et des habiletés différentes. Ils s'attendent aussi, lorsqu'on les interroge, à ce que les garçons soient plus indisciplinés. Hein, donc c'est peut-être pour ça que, du coup, hein, et puis comme il faut gérer la classe, hein, le cours de la classe, c'est peut-être pour ça que dès qu'un garçon se manifeste, hein, il y a une intervention de l'enseignant, hein, plutôt que dans le cas de la fille. On voit là encore une fois comment les représentations qu'on peut avoir sur les filles et les garçons, d'emblée, hein, vont venir intervenir sur nos comportements.
Et finalement, les enseignants reconnaissent des qualités positives aux filles, bien évidemment, c'est-à-dire elles sont plus autonomes dans la façon de s'organiser, elles sont plus matures, elles sont plus investies dans le domaine scolaire, elles sont plus soigneuses. Bon, alors ça ne veut pas dire que toutes les petites filles sont comme ça, et que si justement la petite fille elle n'écrit pas bien ou elle n'est pas soigneuse, attention, elle n'est pas dans la norme. Donc il y a aussi des aspects, je dirais, positifs qui sont soulignés du côté des filles dans les représentations des enseignants, mais qui du coup les desservent un petit peu parce qu'elles en deviennent invisibles, puisqu'elles sont plus matures, elles bougent moins, elles sont finalement, entre guillemets, elles ont mieux intégré leur métier d'élève. Et ça, on le repère aussi lorsqu'on fait des observations à l'école maternelle, parce que de par l'éducation qu'elles ont reçue, elles ont davantage appris finalement à rester posées, à être calmes, etc., que les petits garçons qu'on encourage plutôt à se dépenser, etc. Et les comportements des filles et des enfants, bien évidemment, qui sont extrêmement, pour la plupart, différenciés, vont aussi maintenir les attentes des enseignants. Parce que, encore une fois, ce n'est pas l'enseignant qui crée tout. Là, on est vraiment dans un processus d'interaction entre les représentations et les comportements des adultes et des enfants entre eux. Et il va y avoir une interaction entre les deux. Mais sur le plan, je dirais, des habiletés académiques, là aussi, on retrouve, dans les représentations des enseignants et dans leurs attentes, les mêmes, je dirais, stéréotypes que chez les parents, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les filles soient meilleures dans telle matière et les garçons dans telle autre. Et que, par exemple, des observations montrent que lorsqu'ils font des évaluations positives, des appréciations, des compliments, plus de 90% dans une étude, ils ont observé que plus de 90% de ces évaluations positives des enseignants en direction des garçons portaient sur les compétences intellectuelles. Alors que pour les filles, la proportion était moindre et concernait par exemple la propreté ou le soin qu'elles avaient mis à faire les choses. Mais pour les commentaires négatifs, dans cette même étude, ce qui est intéressant, c'est que les écarts sont encore plus importants. Parce que lorsqu'il y a des commentaires négatifs de la part des enseignants, ceux des filles se rapportent quasi exclusivement à des aspects intellectuels. Alors que la moitié seulement des critiques liées au travail des garçons se réfèrent à des aspects non intellectuels, c'est-à-dire la capacité à obéir à des règles, etc. Donc on voit bien que dans ce jeu-là, on ne renvoie pas la même chose aux filles et aux garçons. Et bien souvent, les enseignants, mais ça aussi, je pense que c'est très diffusé, très connu, attribuent plus l'échec des garçons à un manque de motivation. Avec l'expression de Marie Durubella, finalement, ils considèrent que les garçons, s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne se sont pas trop foulés, ce sont des sous-réalisateurs, ils se sont pas trop, ils n'ont pas trop bossé finalement, alors que pour les filles, ce n'est pas la même raison qui est invoquée. C'est plus en termes de capacité véritablement à réussir tel ou tel devoir. Et là aussi, les enfants, on peut repérer des différences chez les garçons et les filles. Lorsqu'ils ont une réussite ou un échec à un travail, ils n'attribuent pas leur réussite à une tâche aux mêmes causes. Les garçons, bien souvent, expliquent la réussite, lorsqu'ils réussissent à une tâche, ils expliquent cette réussite par des causes personnelles et l'échec par des causes extérieures, des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors que pour les filles, c'est l'inverse. Lorsqu'elles réussissent, elles expliquent cette réussite par des facteurs extérieurs, et lorsqu'elles échouent, elles renvoient des facteurs qui leur sont propres, des explications. Donc on voit bien finalement comment petit à petit, aussi chez l'enfant, par rapport à ces influences des adultes et de leur environnement à la fois familial et encore une fois scolaire, les enfants aussi construisent des explications sur, ici en l'occurrence, leurs habiletés académiques. Ce qu'on retrouve aussi, mais je ne le développerai pas là, c'est la question des manuels scolaires, parce que même s'il y a des choses qui commencent à évoluer, là aussi, ces manuels scolaires participent à la diffusion des stéréotypes de sexe et aux images qui sont données des hommes et des femmes, des garçons et des filles, à travers les exercices, etc., qui sont proposés. Ce qui me semble encore intéressant à aborder, c'est la question aussi à l'âge scolaire des interactions entre enfants, à la fois dans ce qui se passe
je dirais, dans la classe, mais aussi dans la cour de récréation, hein, parce que ce phénomène de ségrégation sexuée qui commence à se développer dans la petite enfance, il va se poursuivre et devenir de plus en plus important à l'école primaire. Hein. De plus en plus, finalement, les filles et les garçons vont jouer de façon séparée. Hein, et ils vont aussi, en même temps, évaluer de façon extrêmement positive tout ce qui concerne leur groupe de sexe. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont attribuer ce qu'on appelle la valorisation de son propre groupe de sexe. Hein. Les filles savent mieux faire tel truc, hein, les garçons, ils sont méchants. Hein, et réciproquement, il y a ce jeu de valorisation de son propre groupe de sexe qui perdure hein, durant la période de l'enfance. C'est aussi, hein, et on le voit dans la cour de récréation, hein, les enseignants souvent, hein, en plus quand on les interroge, ils disent que des différences de comportement entre les filles et les garçons, ils en repèrent très peu dans la classe. Hein, parce que c'est une activité qui est supervisée hein, bien souvent par l'enseignant lui-même. Par contre, lorsqu'on interroge les enseignants, hein, ils disent vraiment beaucoup plus repérer hein, ces différences de comportement filles-garçons dans la cour de récréation. Hein, comme si, d'un seul coup, les enfants se comportaient de façon différente. Hein. Et donc, là aussi, comme ce phénomène de ségrégation sexuée s'accentue hein, à l'école primaire, hein, on va avoir aussi les mêmes conséquences. Et les apprentissages que vont pouvoir faire les garçons et les filles au sein de ces groupes de pairs vont être différents. Hein, ça a déjà été souligné tout à l'heure. Hein. Dans la cour de récréation, les garçons prennent beaucoup plus d'espace, ils courent, etc. Hein, de manière générale, leurs jeux leur permettent d'avoir beaucoup plus d'expérience sur le monde physique, hein, des déplacements, etc. dans l'espace, hein, des activités sportives, alors que les filles, elles sont beaucoup moins dans des activités physiques, beaucoup plus dans des relations de type dyadique, de confidence, etc. Hein, avec finalement des interactions qui privilégient un comportement coopératif et prosocial. Hein. Et un autre élément aussi, hein, c'est que comme les groupes de garçons en général sont beaucoup plus nombreux en termes d'enfants, hein, il y a aussi, les garçons vont pouvoir faire notamment l'expérience, c'est certains auteurs qui le repèrent, l'expérience de la compétition, hein, de la hiérarchie, des statuts et des rôles et des places de chacun des garçons dans ce groupe de pairs, ce qui les préparerait, hein, selon l'hypothèse de cet auteur, hein, finalement les préparerait mieux au monde professionnel plus tard. Hein. Avec cette idée de compétition, d'apprentissage, comment j'interagis avec l'autre, hein, dans ces groupes beaucoup plus importants, alors que les petits groupes de filles sont beaucoup moins propices à ces compétitions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Ça ne veut pas dire que les filles ne se crêpent pas le chignon entre elles, hein, pour reprendre une image stéréotypée, hein, mais qu'on est beaucoup moins sur ce type d'apprentissage d'habileté interpersonnelle. Donc, du côté de l'enfant, entre 7 et 12 ans, ce qu'on peut repérer, c'est que l'enfant il va être beaucoup plus dans la compréhension des attentes socio-culturelles du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'il va comprendre hein, que finalement, le masculin et le féminin, les normes, les rôles de sexe, ce sont des constructions sociales. Hein, et donc, par définition, c'est des choses qui peuvent évoluer. Hein, avec notamment le développement de capacités socio-cognitives, hein, ils vont être en capacité d'accéder à cette compréhension que les normes de sexe, finalement, les codes, hein, c'est défini socio-culturellement, hein, et ça peut évoluer. Donc du coup, on va pouvoir avoir davantage de flexibilité dans la compréhension des stéréotypes. C'est-à-dire que ce qu'on entend par flexibilité, c'est que les enfants vont pouvoir entendre, comprendre que telle activité, ça peut être fait pour les filles et pour les garçons. Par les filles et par les garçons, qu'on n'est plus dans de l'exclusivité, au moins pour certaines activités. Donc au niveau, je dirais, intellectuel, ils ont les outils finalement pour comprendre que c'est plus dans l'exclusion, mais que ça peut être aussi dans le même temps, et que telle activité peut être pour les filles et pour les garçons. En parallèle, et d'une manière qui pourrait paraître peut-être un peu paradoxale, ils vont continuer à adopter de façon croissante les comportements conformes aux normes de genre, parce que finalement, la socialisation de genre, elle ne s'arrête pas. Hein, elle ne s'arrête pas à 6 ans. Hein, elle continue, et notamment dans le domaine scolaire, on voit bien comment se renouvellent d'autres normes liées ici
au cursus scolaire, aux habiletés des uns et des autres, dans les matières. Et donc, on va, là aussi, l'enfant il va continuer finalement à adopter les comportements qui sont conformes au genre. Et la tendance qu'on peut repérer quand même ces dernières années dans les travaux, c'est que quand même, de plus en plus, on laisse de la latitude, une marge de manœuvre, de liberté, si on peut dire ça comme ça, pour les filles, ce qui est la réciproque pour les garçons n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette pression à la conformité qui est exercée du côté des garçons. Ce qu'on peut repérer, on peut faire le parallèle là par rapport à ce qui se passe pour les adultes. C'est-à-dire qu'on encourage les femmes, effectivement, on les a beaucoup encouragées à travailler, etc., donc à rattraper les hommes. Bon, la réciproque du côté des hommes, elle est beaucoup moins vraie. C'est-à-dire que malgré tout, il faut qu'il reste des vrais, des mâles, etc. Bon, ça, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et ils vont continuer aussi ce jeu de valorisation de leur propre groupe de sexe. Alors, ce qui est important, mais ce qui est peu abordé, mais vraiment, ça pourrait être un point de discussion, c'est que, bien évidemment, ces quelques repères-là donnent un portrait un peu général, mais surtout, il y a quand même quelques travaux qui montrent que selon les milieux socio-culturels et selon certaines caractéristiques des parents, les enfants vont être plus ou moins dans des comportements et des attitudes stéréotypées. Pour donner quelques exemples en lien avec la question du travail des femmes, c'est-à-dire que les enfants, lorsque leur mère travaille, vont être un peu moins dans le stéréotypage. Mais une étude intéressante aussi montre que, parce que souvent on dit les jeunes générations croient que c'est acquis, etc., où il y a beaucoup de jeunes, de femmes qui veulent rester mères au foyer, mais elles ne se rendent pas compte de toutes les batailles qu'il y a eu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une étude montre qu'il ne suffit pas que la mère ait travail. Encore faut-il qu'elle soit épanouie et que sa fille voit qu'effectivement, elle est heureuse, elle travaille, elle est mère de famille, elle est heureuse et qu'elle est épanouie. Parce qu'une fille qui voit sa mère épuisée, courir partout, à concilier famille-travail, ça ne lui donne pas franchement envie de vivre le même genre de vie. Donc ça, on l'oublie. Encore une fois, quelle est l'image qu'on renvoie aux enfants par rapport au modèle de rôle de sexe qu'on leur transmet. Alors, pour conclure, sur ce petit exposé que j'essaie de faire... Donc ici, c'est vraiment l'importance de revenir sur cette idée de socialisation de genre plurielle. Il me semble que vraiment, on en a donné quelques exemples. Plurielle et active dans le sens où l'enfant, ce n'est pas le réceptacle passif de ses influences socio-culturelles, de ses influences de son environnement social, mais que lui-même, il participe parce qu'il cherche à donner du sens sur ses codes, etc., dans la construction de son identité, et que lui-même, il va y participer aussi. Parce que finalement, très tôt, l'enfant, il est aussi acteur dans les interactions avec ses parents. Il va pouvoir aussi refuser de regarder tel dessin animé, de porter tel vêtement ou telle couleur parce que le petit copain ne le fait pas. Donc, importance de souligner que du côté de l'enfant et du côté des adultes aussi, on y reviendra, l'importance de ce rapport au genre, de ces aspects subjectifs de la construction de l'identité sexuée, ce rapport au genre que l'enfant va construire, va élaborer dès les premières années de vie, et la façon dont finalement il va pouvoir se positionner par rapport à ces modèles de masculinité, de féminité. Et de cette façon, il faut vraiment concevoir finalement ce processus de socialisation de genre et de construction de l'identité sexuée comme une co-construction. C'est important cette idée-là, notamment par rapport à l'idée d'inculquer à l'enfant, dès le plus jeune âge, une culture de l'égalité des filles et des garçons. Mais on peut du coup se poser la question de la forme et des contenus que cette culture de l'égalité elle doit développer. Est-ce qu'il s'agit simplement d'imposer, autrement dit, un prêt-à-porter d'une nouvelle norme du genre et dans une visée comportementale, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants acquièrent des comportements. Si on n'a pas en tête cette idée de rapport au genre, d'aspect subjectif, du sens que l'enfant donne à ces normes qu'on lui donne à voir, on risque de passer à côté de quelque chose.
Et ce serait aussi finalement une entreprise illusoire parce que donc on oublierait cette part active de l'enfant et le sens qu'il donne dans ce processus de socialisation de genre. Et c'est surtout oublier, notamment que les adultes, et en particulier les personnels de l'éducation nationale, ont eux-mêmes développé un rapport au genre particulier et singulier en fonction de leur histoire et de leur propre socialisation. Un processus de rapport au genre qui donne à voir dans leur comportement et les relations aux autres dans le milieu professionnel. C'est aussi s'interroger par rapport à cette culture de l'égalité, de savoir si cette culture de l'égalité, elle est réellement pensée pour les filles et pour les garçons. C'est-à-dire que bien souvent, alors ça c'est une remarque un petit peu, je dirais, de mon point de vue à distance, ce que j'appelle un petit peu, on est beaucoup dans cette idée que l'égalité filles-garçons, c'est faire en sorte que les filles rattrapent les garçons, ce que moi j'appelle une égalité à sens unique. Et que finalement, on pense très peu, ça commence à venir, mais on pense très peu aux garçons, parce que finalement, alors c'est vrai, avec ces rapports sociaux de sexe, etc., c'est les femmes qui souffrent des inégalités. Mais on ne pense pas que de l'autre côté, cette hiérarchie des sexes, cette valorisation du masculin peut faire violence aussi aux hommes, notamment à des hommes qui souhaitent s'impliquer dans d'autres sphères de vie que dans la sphère professionnelle et finalement qui ont du mal à trouver une place. Des observations qui sont faites en crèche montrent par exemple la difficulté pour ces pères de trouver une place en crèche lorsqu'ils viennent chercher leur enfant et que les professionnels leur disent « vous direz à votre femme que ». La difficulté, on voyait un reportage hier, il me semble, à la télévision, d'un père qui avait choisi d'être père au foyer. Et comment ces pères-là sont soupçonnés finalement de ne pas être au clair sur leur identité d'homme, ils sont dans le maternage, etc. Donc là aussi, on est dans la confusion. Et pour enfoncer le clou, depuis 40 ans, on entend parler des nouveaux pères. C'est-à-dire que depuis 40 ans, dans les médias, revient régulièrement cette question des nouveaux pères. Donc le simple fait d'appeler nouveau quelque chose qui finalement ne l'est plus ou ne devrait plus l'être montre bien la difficulté qu'on a à intégrer ces évolutions. Parce que ces nouveaux pères des années 70-80 sont maintenant des nouveaux heureux grands-pères. Mais on voit bien la difficulté. Dernier exemple sur cette question d'égalité à sens unique, et là aussi des automatismes de nos stéréotypes, sur la question conciliation famille-travail. Cette question, elle est la plupart et encore toujours posée en direction des femmes. On se pose la question de comment aider les femmes, les mères à concilier famille-travail. On ne se pose pas la question de comment aider les femmes, les pères et les mères à concilier famille-travail. Et les implicites, je prends un exemple, n'y voyez pas du tout d'idéologie politique derrière ça, mais j'ai entendu il y a quelques semaines Jean-Marc Ayrault, pour donner un exemple là justement, puisque chef d'un gouvernement qui pose ça aussi, la question de l'égalité, dont une loi est votée aujourd'hui sur le congé parental, qui disait dans un entretien au journal télévisé, oui, il faut créer plus de places en crèche pour aider les mères à travailler. Vous voyez bien, ce n'est pas aider les mères et les pères à travailler, c'est les mères. Donc vous voyez bien là les paradoxes dans les discours où spontanément la maternité et les enfants, c'est une affaire de femmes. Quand il y a aussi 2 ans, on a atteint le taux de natalité de 2 enfants par femme en Europe, la France était championne, on a félicité beaucoup les mères. On n'a pas à aucun moment félicité les pères. Vous voyez comment ça, encore une fois, entretient cette idée que la maternité et les enfants, c'est la femme qui s'en occupe, et les enfants sont élevés aussi dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est Maru Di Rubella qui avait fait aussi une recherche auprès de collégiens de 3e en leur demandant quels étaient leurs projets d'orientation et de métier plus tard, et que ces résultats montrent que, contrairement aux garçons, les filles, elles ont déjà intégré qu'elles auraient à concilier famille-travail, et que donc ça va orienter leur possible dans le choix du métier. Elle a donné l'exemple d'une jeune collégienne qui était très intéressée par les voyages, le tourisme, etc., et qui a dit « mais ça va être difficilement conciliable avec une vie de famille ». Donc on voit bien que très tôt, ces enfants, et en l'occurrence ici c'était des collégiens, intègrent aussi ces normes liées au rôle des adultes. Et que notre société, encore une fois, présente de ce point de vue-là
la question, je dirais, de l'égalité homme-femme, mais dans un versant, ce que j'appelle l'égalité à sens unique. La réciproque du côté des hommes, elle n'est pas posée. Donc, pour terminer là-dessus, c'est insister sur ces stéréotypes de sexe qui constituent véritablement des filtres de la réalité. Et un auteur dit que ces stéréotypes de sexe, finalement, constituent une sorte de paresse intellectuelle, parce qu'on fonctionne avec des automatismes, des implicites, et que finalement, si on veut faire un peu bouger les choses, il faut faire en sorte d'être un peu moins paresseux. Voilà, je m'arrêterai sur cette note positive et cet encouragement. Merci à vous.